Bonjour et bienvenue dans cette édition. Parlons tout d'abord accès à l'eau potable. Le ministre de l'Économie et des Finances et la Banque mondiale ont signé un accord. Il porte sur le financement du projet de renforcement de l'alimentation en eau potable en milieu urbain, en abrégé PREMU. Montant du prêt, 29 milliards de francs CFA. 8 localités vont bénéficier de cet investissement. Lansine Bakayoko, Adamakoni. Korogo, Ferkessédougou, Tiasalé, Ndoussi, Nzianois, Aboville, Béoumi et Benjerville. Ce sont les 8 localités retenues dans le cadre du projet de renforcement de l'alimentation en eau potable en milieu urbain, PREMU. Le projet est financé par la Banque mondiale à hauteur de 29 milliards de francs CFA. Il va permettre de densifier le réseau de production et de distribution d'eau. Les bénéfices attendus sont multiples. La restauration des services continus, y compris une meilleure qualité de l'eau et une bonne pression au robinet au profit de 369 000 personnes déjà raccordées au réseau des distributions existants. L'accès à une source d'eau améliorée pour environ 180 000 personnes additionnelles dans les localités ciblées. Sur ce nombre, le projet prévoit un accès subventionné au profit de 10 000 ménages. 8 000 autres ménages verront également leur branchement domiciliaire réactivé. Le financement du projet est assuré à 100% par la Banque mondiale. Néanmoins, toutes les dépenses non éligibles au financement, notamment celles relatives à l'acquisition éventuelle de sites ou encore à l'indemnisation des populations affectées par le projet, seront à la charge du gouvernement ivoirien sur le budget national. L'ensemble des besoins de financement de la Côte d'Ivoire pour résoudre ces problèmes d'eau potable s'élève à 700 milliards de francs CFA. C'est parti pour l'opération de recensement des souscripteurs de l'agro-business. Environ 36 700 personnes sont concernées. Elles sont appelées à déposer les copies de leurs contrats dans les agences du Trésor ici à Abidjan et à l'intérieur du pays. Francis Boifou. 41 guichets à Abidjan, 46 à l'intérieur du pays, 87 au total pour recevoir environ 36 700 personnes en 6 jours. L'opération de recensement des souscripteurs d'agro-business a démarré. Elle court jusqu'au 25 février prochain de 7h30 à 17h dans les trésoreries principales des communes d'Abidjan et les trésoreries générales des villes de l'intérieur du pays. Lundi matin, plusieurs souscripteurs étaient à la trésorerie principale du plateau pour déposer les différents dossiers exigés par le comité de veille sur l'agro-business. 1. Une copie du contrat. 2. Les reçus de versement dans les banques. 3. Les reçus délivrés par les sociétés d'agro-business. Et en plus de ça, il faut produire une copie de la pièce d'identité valide et les contacts téléphoniques. L'identification des clients des entreprises d'agro-business sera suivie du remboursement du capital investi par les souscripteurs en tenant compte des soldes disponibles sur les comptes de ces entreprises. Et c'est tout naturellement que les souscripteurs se bousculent à l'entrée des différents guichets. Nous appelons l'ensemble des souscripteurs à rester calmes et à venir se faire recenser dans la discipline et de faire confiance au gouvernement par rapport à cette opération qui a été lancée. Aucun souscripteur ne sera laissé pour compte. La Direction générale du Trésor public a pris toutes les dispositions pour réussir cette opération, a ajouté Zéphirin Dago. L'usage de la drogue est une menace pour la sécurité. Une conférence sur la prévention et le traitement des troubles liés aux addictions aux drogues en Afrique de l'Ouest a eu lieu ce lundi. La rencontre a permis aux experts d'échanger sur les actions à mener pour freiner la consommation de ces substances dans la sous-région. Herman Yami. Les troubles liés à l'usage des drogues représentent un défi à grande échelle pour la santé publique ainsi qu'un problème de développement et de sécurité tant pour les pays industrialisés que pour ceux en voie de développement. Cette rencontre se déroule dans le cadre du projet d'appui au plan d'action régional de la CEDEAO en matière de lutte contre le trafic illicite de stupéfiants, la criminalité organisée qui y est liée et l'abus de drogue en Afrique de l'Ouest, financé par l'Union européenne. Selon Pierre Lapac, représentant régional de l'ONUDC, la rencontre d'Abidjan est une étape majeure dans la mise en œuvre des stratégies de réduction de la demande de drogue en relation avec les conventions internationales. Au plan sanitaire, la Côte d'Ivoire ne ménage aucun effort dans son combat contre les substances illicites. Nous allons, à partir de cette conférence, faire en sorte que nous puissions mener le combat plus renforcé
avec le ministre en charge de l'Intérieur et de la Sécurité. La consommation de ces substances illicites entraîne de facto des conséquences sécuritaires. Devant les faits et pour prévenir leur manifestation, une action efficace s'impose. La Côte d'Ivoire, pays membre de la CEDEAO, a mis en place une réponse conforme aux dispositifs préconisés par la communauté régionale et internationale afin de contrecarrer l'action de la criminalité organisée qui se confond de plus en plus au réseau des trafiquants de drogue. Les résultats de vos travaux nous apporteront une contribution de haute facture. Le Comité international de lutte antidrogue, CILAD, structure en charge de la prévention, de la supervision et de la coordination, se doit de redoubler d'ardeur car c'est mission de commande. Cette conférence poursuit comme objectif général le partage de connaissances des bonnes pratiques et des résultats récents de la recherche sur les questions d'abus de drogue. Il s'agira pendant 2 jours pour experts, universitaires et responsables de la lutte anti-drogue d'aborder la question de la drogue dans son aspect scientifique, porté essentiellement sur la prévention et le traitement des addictions aux drogues. C'était un reportage d'Herman Guivet. Les feux font rage dans le Bafing. Chaque année, au moins 2 villages sont victimes de feux de brousse. Pour 2017, déjà 2 villages ont été ravagés par les feux dans le département de Touba. Une situation qui ne laisse pas indifférent le gouvernement et les cadres de la région. Ils ont apporté leur compassion avant de sensibiliser les populations au respect des mesures de lutte contre ces incidents. Mamadou Kwasi. Le 6 février dernier, un violent feu de brousse a ravagé plusieurs plantations et une trentaine de cases du village de Yor dans la commune de Touba. Bilan, pas de pertes en vie humaine, mais d'importants dégâts matériels. C'était vers les 15h. On était au champ, les autres sont allés taper briques, les faire quitter derrière la route pour venir manger le village. Rico soja blanc là. Et puis riz, l'argent, beaucoup est laissé dedans. Pendant ce temps, décelé, un autre village du département de Touba subissait les effets des feux de brousse. Mais depuis, ces populations sinistrées bénéficient de l'assistance du gouvernement, des ONG, des cadres, le conseil régional du Bafing. Des soutiens qui permettent aujourd'hui la reconstruction de ces villages. Pour la célébration de la journée nationale de lutte contre les feux de brousse, le conseil régional du Bafing et le corps préfectoral ont décidé de mener une campagne de proximité. En plus des dons en vivres et en numéraire, les autorités locales ont sensibilisé la population sur le respect des mesures de lutte contre les feux de brousse. Faites attention aux éleveurs qui passent. Faites attention aux jeunes et dire aussi à nos femmes que chaque soir, avant de dormir, d'éteindre donc le feu. Nous sommes dans une région de savane et comme tel, quand nous sommes en saison sèche, le feu se propage très rapidement. Alors, il faut que ces populations prennent des dispositions pour nettoyer autour des villages, nettoyer même aux abords des routes qui sont le long des villages, afin que nous évitions les drames dans l'avenir. Cette région du Bafing enregistre au moins 2 cas de feux de brousse chaque année. Le président de la République, Alassane Ouattara, a été doublement honoré, une distinction pour ses mérites de bâtisseur de la Côte d'Ivoire moderne. Les prestigieuses écoles de commerce de la ville de Lyon en France lui ont décerné 2 prix, ceux de l'émergence et de docteur honoris causa. Ils ont été réceptionnés par le ministre auprès du président de la République chargé des 8e Jeux de la francophonie, Robert Begré-Mambé. Isaïo. En marge de la conférence internationale pour l'Afrique et sur initiative d'Hervé Diaz, fondateur des prestigieuses écoles de commerce de la ville de Lyon, les mérites des bâtisseurs de la Côte d'Ivoire moderne du président ivoirien ont encore été reconnus par la communauté internationale. Le président Alassane Ouattara, pour avoir réussi à remettre la Côte d'Ivoire sur les rails du développement après la crise post-électorale de 2010, a reçu le prix de l'émergence avant d'être fait docteur honoris causa par le professeur Jean-Paul Joubert, titulaire des chaires en sciences politiques. Le ministre Robert Begré-Mambé, représentant le chef de l'État à cette tribune, avait à ses côtés Gomis Charles et Abdou Touré, respectivement ambassadeurs de la Côte d'Ivoire en France et auprès de l'OIF, Organisation internationale de la francophonie. Je représente ici avec nos 2 ambassadeurs en France, celui de la Côte d'Ivoire à Paris et celui de la Côte d'Ivoire auprès de l'Organisation internationale de la francophonie. Je représente le président Alassane Ouattara qui nous demande de vous remercier pour ce grand honneur que vous lui faites de lui décerner le titre de docteur honoris causa. Merci à Lyon, merci à la France.
Le titre honorifique de doctorat honoris causa est une marque de distinction offerte par une université à une personnalité émérite en soulignant ses œuvres et ses implications au service de sa communauté. À cette tribune de l'excellence, en plus, 7 trophées ont été décernés à d'autres pays pour leur initiative innovante de construire l'Afrique de demain. À l'étranger, l'ambassadeur de la Russie aux Nations Unies, Vitali Churkin, est mort soudainement ce lundi à l'âge de 64 ans à New York. Le représentant russe était à ce poste depuis 2006. Il avait précédemment travaillé au ministère des Affaires étrangères à Moscou, avait été ambassadeur au Canada, en Belgique et représentant spécial russe aux négociations sur l'ex-Yougoslavie entre 1992 et 1994. En Turquie, le procès de 47 militaires accusés d'avoir voulu assassiner le président Erdogan la nuit du 15 juillet va s'ouvrir. C'est ouvert hier. Le jugement des cerveaux présumés du putsch raté n'a lui toujours pas eu lieu. Herman Guivé. C'est dans une des salles de ce bâtiment, la chambre de commerce d'industrie de Mougla, que doit se tenir le procès des 47 militaires arrêtés et accusés d'avoir tenté d'assassiner le président turc Recep Tayyip Erdogan. Une forte présence militaire, une forte escorte policière, un dispositif impressionnant pour encadrer le bus qui transporte les accusés. C'est en file indienne qu'ils descendent du véhicule, escortés par des militaires. Ils sont hués par la foule. Une foule en colère, une foule pro-Erdogan qui réclame à gorge déployée la peine capitale pour ceux qu'elle qualifie de traîtres, d'ennemis de la patrie. Pour rappel, le président Recep Tayyip Erdogan était en vacances avec sa famille dans la station balnéaire de Marmaris, dans la province de Mougla. Il affirme avoir échappé de justesse à ses bourreaux. Depuis la tentative de putsch, des voix se sont élevées pour le rétablissement de la peine capitale en Turquie. Elle a été abolie en 2004 dans le cadre de la candidature de la Turquie à l'entrée dans l'Union européenne. Sa réintroduction marquerait la fin des négociations sur cette adhésion. Les procédures judiciaires lancées après le putsch avorté sont d'une ampleur sans précédent en Turquie, où plus de 43 000 personnes ont été arrêtées dans des purges engagées après le 15 juillet et l'instauration de l'état d'urgence. C'est la fin de ce 6h30. Merci de l'avoir suivi. Très bon début de journée à tous et à toutes.